Auditeurs et auditrices de Rewmi FM, bonjour et bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, une émission que nous proposons chaque samedi à partir de 9 heures. Nous recevons ce matin M. Mamadou Ndaw. Il est professeur en lettres modernes au lycée de Marseille. Il est poète, il est écrivain, slammer. Mamadou Ndaw, bonjour et merci d'être à Rewmi FM ce matin. Merci beaucoup, merci Sylvie. Donc c'est tout un plaisir. Donc comme je le dis tout le temps, c'est un réel plaisir donc de participer à cette belle émission qui, on va dire du reste, offre un cadre extrêmement important, un cadre privilégié donc d'échange et de réflexion, on va dire sur les grandes questions qui concernent notre pays, notre société. Et donc, vous me permettrez donc de saluer les auditeurs et auditrices donc de Rewmi FM et puis voilà, donc de souhaiter à tout le monde une très bonne écoute. D'accord, c'est dans l'ordre de l'émission. Parlez-nous un peu de vous, qui est Mamadou Ndaw en tant que professeur de lettres. Alors, je pense que vous venez de faire la présentation, mais bon, qu'à cela ne tienne quand même. C'est toujours difficile donc de parler de soi, mais retenons globalement que je suis originaire du Sud, excusez-moi. Donc je suis originaire du Sud, je suis de Marsassoum, donc je suis professeur de français au lycée donc de Marsassoum, titulaire donc de KM, donc avec on va dire donc une dizaine d'années donc dans les classes de pratique de classe. Je suis également donc aujourd'hui le coordonnateur du réseau des clubs de littérature d'art et de philosophie de la région. En même temps également président de la Ligue de Slam donc dans la région de Sédhiou. Alors je suis un apprenti écrivain poète et également donc artiste slammer. Donc voilà un peu si je peux donc décliner une identité qui me concerne. Donc voilà ce qu'on peut dire globalement. D'accord, vous avez beaucoup de casquettes, Monsieur Ndaw. Mais finalement, voilà, ça se passe bien l'enseignement de lettres modernes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, les lettres modernes? Oui, ben écoutez, comme toute discipline, donc l'enseignement, l'éducation aujourd'hui, c'est tout un combat. Mais voilà, donc quand vous y entrez par conviction et par passion, alors les obstacles deviennent des défis auxquels voilà donc on est soumis de relever. Mais j'avoue qu'en fait l'enseignement des lettres modernes, allais-je dire bon, du français aujourd'hui est plus ou moins difficile dans la mesure où nous avons une communauté donc de jeunes ou bien une génération donc de jeunes élèves qui aujourd'hui développent une paresse chronique à la lecture, à la recherche. Donc c'est une génération extrêmement numérique, mais malheureusement qui ne met pas, n'est-ce pas, donc ce potentiel numérique-là comment dirais-je, à profit pour véritablement donc développer cet esprit critique qu'on attend d'eux, pour développer fondamentalement aussi cette curiosité intellectuelle pour donc un peu, pour parler comme les poètes, habiter, n'est-ce pas, donc leur conscience ou habiller leur esprit. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu donc de nous interroger par rapport véritablement donc à globalement l'enseignement, et je pense que l'État est en train donc de travailler là-dessus. En tout cas, bon, on ne pleurniche pas, mais voilà, donc à côté peut-être voilà donc des défis qu'il faut relever, il y a naturellement donc voilà quelques élèves qui sortent du lot et qui font toute la satisfaction donc du système scolaire. Parfait. Alors, Mamadou Ndaw, je rappelle que vous êtes professeur de lettres modernes au lycée de Marsassoum, écrivain, poète, slammer, actualité oblige, avec le certificat de fin d'études élémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus à Marsassoum? Ça s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, un peu comme partout, hein, madame. Je ne sais pas si il faut s'en féliciter. Je pense que globalement, les examens se sont très bien déroulés et il faut s'en féliciter. Bien déroulés dans le cadre administratif, bien entendu. Donc, je crois que c'est le seul examen
en tout cas pour le moment. Donc, comment ça s'appelle, on ne relève pas, n'est-ce pas, donc des cas de tricherie. Oui. En tout cas, de façon formelle, on n'a pas encore entendu, n'est-ce pas, donc des boulets à travers, n'est-ce pas, donc cet examen-là, qui est un examen extrêmement important, car évaluant peut-être, voilà, des compétences des élèves qui ont fini, n'est-ce pas, donc de boucler tout un cycle. Mais cependant, je sais pas pour les autres, mais moi, l'impression que ça me donne, c'est véritablement donc inquiétant. Parce que je me dis, bon, au-delà peut-être de cette satisfaction que nous pouvons avoir, moi, je nourris une réelle inquiétude, hein, très sincèrement, une profonde inquiétude concernant la rigueur, hein, concernant l'exigence de cet examen-là. Aujourd'hui, si vous allez dans plusieurs contrées, dans plusieurs localités, vous constatez que, on va dire, le taux de réussite, n'est-ce pas, donc, est à 100%. Ou bien, si c'est pas à 100%, ça frôle un peu les 100%. Et cela peut traduire, bien entendu, donc des progrès, des satisfactions, des performances que nous avons peut-être, voilà, donc dans notre école. Mais cela doit également nous interroger. Ça doit nous pousser à nous inquiéter. Un examen où tout le monde réussit, quand même, ça pose problème. Est-ce que finalement c'est un examen sélectif? Parce que dès lors qu'on parle par exemple d'examen, moi je considère que véritablement donc c'est un examen très sélectif, c'est un examen qui vient véritablement donc évaluer des compétences et qui met l'élève dans un autre dispositif, dans un autre cadre. Et vous allez dans plusieurs écoles, mais c'est tout le monde qui réussit. Hein. On vous parle de 100%, 100%, 100%. Oui. Finalement, on a... Ah, mais non, mais finalement, il faudra se poser des questions. Est-ce que véritablement, donc, ces 100%-là reflètent véritablement le niveau d'évaluation ou bien c'est dû justement donc à un laisser-aller, à une, comment dirais-je, à une politique où tout le monde passe et finalement, ça pose un véritable problème par rapport, n'est-ce pas, donc au sérieux qu'il faudrait accorder à cet examen-là. Et voilà, donc c'est un peu moins les inquiétudes qui taraudent mon esprit. Alors, je pense quand même qu'il faudrait, parce que l'examen du CFE, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons, par le biais donc des réformes, n'est-ce pas, donc, comment ça s'appelle encore voilà, excusez-moi. Alors, par le biais donc des réformes, nous avons finalement donc supprimé, n'est-ce pas, donc l'examen d'entrée en 6e. Je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement quand même devrait mettre toutes les garanties pour quand même, voilà, évaluer de façon rigoureuse, n'est-ce pas, donc cet examen-là, soumettre les élèves à un examen véritablement donc qui réponde aux exigences de notre système scolaire. Et malheureusement, c'est pas, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est comme si on traçait un grand boulevard pour demander à tout le monde de réussir. Et finalement, ça pose un problème véritablement donc de sérieux, de rigueur et d'exigence. Justement, Mamadou Ndaw, vous m'avez marché sur la langue. Après la suppression, avec plutôt la suppression de l'entrée en 6e, qu'est-ce qui a changé exactement? Bon, fondamentalement, je ne saurais évaluer en tout cas, donc de façon très objective, parce que peut-être que je suis... oui. Mais on remarque, vous l'avez dit tout à l'heure, que tous les élèves passent en 6e. Mais c'est ça, en fait, le souci. Et puisque moi, je suis à un autre niveau, peut-être, voilà, donc d'intervention, par exemple, en classe nous sommes au collège et lycée. Et en tout cas, ce qui nous arrive, en tout cas, pour la plupart, n'est-ce pas, donc, des élèves de l'élémentaire, une fois en classe de 6e, mais vous vous rendez compte qu'il y en a même qui ne savent même pas lire. Et il y a une difficulté réelle de façon pédagogique. Le niveau n'est pas là. Mais le niveau n'est pas là et en plus, vous avez des élèves qui ont qui ont un mal à lire les contenus. Finalement, le professeur est obligé même, à ce niveau, n'est-ce pas, donc, d'enseignement, mais de recopier le cours au tableau.
Et même en reconfiant, vous vous rendez compte que véritablement, il y a même des élèves, mais ma foi, qui prennent des lacunes terribles. Et ça, bon, je ne saurais dire que peut-être que c'est dû à cette façon, peut-être, voilà, de laisser tout le monde voilà, réussir. Mais quelque part, je m'interroge, je me dis, oui, mais bon, si véritablement nous sommes dans les perspectives de rechercher donc on va dire, des motifs, mais il ne faudrait pas qu'on occulte véritablement cette dimension-là de la sélection, n'est-ce pas, donc, de nos élèves au niveau, n'est-ce pas, donc, du collège. Et ça, véritablement, j'invite véritablement donc les acteurs du système, écoutez, l'État, le ministre en chef, n'est-ce pas, donc, autour de cette question-là. On ne peut pas quand même supprimer, comment dirais-je, l'entrée en sixième, mais et banaliser, n'est-ce pas, donc, le CFE comme ça. Finalement, l'école devient véritablement donc un moyen, excusez-moi, je ne veux pas utiliser donc le propos un peu agressif ou mal placé, mais c'est comme si nous sommes dans une logique donc de crétiniser, si le mot existe, entre guillemets en tout cas, de rendre tout le monde crétin, finalement. Voilà. Et véritablement, l'école, pour moi, c'est le berceau de la République, c'est le miroir de toute une société, c'est voilà, c'est l'âme de notre société. C'est là où, véritablement, on doit réformer la nature humaine. Donc, c'est un instrument extrêmement important. Il ne faudrait pas qu'on banalise vraiment cette question-là, donc d'évaluation sérieuse et rigoureuse de nos candidats. Et si je comprends bien, vous êtes contre la suppression de l'entrée en sixième? Je l'ai manifesté sur ma page Facebook pour dire que véritablement je n'approuve pas. Parce que pour moi, en fait, supprimer cet examen-là n'a aucun impact véritablement sur véritablement donc les objectifs des enseignements apprentissage. Mais bon, il faut nuancer. Si toutefois l'on juge judiciaire donc de supprimer cela, mais quand même qu'on mette la rigueur qu'il faut pour véritablement donc nous proposer un examen digne du nom. Il ne faut pas que maintenant, vous savez, notre système commence véritablement donc à perdre véritablement sa substance vitale. Parce que tout simplement, on est dans une logique où on te parle, n'est-ce pas, donc de minorer au maximum les échecs et de favoriser véritablement donc ce système, n'est-ce pas, donc qui permet à tout le monde de passer. Et ça, c'est pas véritablement sérieux pour une école quand même sérieuse qui réponde à nos critères, qui répondent à nos comment ça s'appelle encore, à notre image. Je pense quand même qu'il faudrait qu'on sache avant tout ce que nous voulons, nous, en tant que pays souverain, parce que également l'éducation est un levier fondamental pour bâtir la souveraineté dont on parle par-ci, par-là. Et préparer un citoyen qui soit capable demain de refléter les valeurs de notre pays, les valeurs d'éthique, les valeurs de courage, les valeurs de persévérance. Parce que si nous donnons loisir à nos élèves, mais de croire même que l'examen c'est de l'eau à boire, mais jamais s'ils sont confrontés à des difficultés demain, la rigueur et le sérieux qu'il faut pour peut-être faire face à ces épreuves-là, mais ils l'auront jamais. Ils l'auront jamais. Finalement, c'est un peu favoriser véritablement donc cette culture de la tricherie, cette culture véritablement donc de l'abandon de soi, de l'abandon de l'effort, etc. Et donc ça, c'est des contre-valeurs qui ne répondent pas véritablement donc à l'idéal humain que nous voulons, n'est-ce pas, donc dans notre cher Sénégal. C'est important. La tricherie, nous allons y revenir tout à l'heure. Vous l'avez brossé également, mais j'y reviens quand même. Aujourd'hui, Mamadou Ndaw, on parle d'une école sans barrière. La suppression du concours d'entrée en sixième instaure un passage automatique de l'école élémentaire au collège. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais de manière concrète, dites-nous quelles sont les conséquences sur le niveau des élèves? Oui, mais bon, enfin, le niveau des élèves est en dégénérescence de plus en plus. On note véritablement donc le niveau des élèves qui est très bas. Donc les causes, en tout cas, donc de cette régression-là, mais on peut les trouver à plusieurs échelles.
à plusieurs niveaux. Mais bon, moi je pense que quand même, enfin, nous méritons quand même de nous asseoir autour des tables. Et en réalité, moi je pense que le Sénégal aujourd'hui doit relever ce défi, n'est-ce pas, donc de proposer des choses qui sont pratiques. Et nous sommes trop dans la théorie, n'est-ce pas? Et bon, c'est souvent aussi des acteurs qui sont un peu décalés donc des réalités de classe qui malheureusement sont au cœur des décisions. Et également, mais des politiques qui cherchent fondamentalement mais à satisfaire une commande des bailleurs. Et je pense qu'il faudrait à ce niveau-là, mais redéfinir en réalité les objectifs de ce que nous voulons pour notre école, de ce que nous voulons pour notre pays. Et quel est le modèle d'enseignement que nous voulons proposer. Parce qu'en réalité, si véritablement l'UNICEF vous appelle et vous dit, écoutez, nous sommes dans une politique où zéro échec, etc. Mais il faut savoir que véritablement, il y a un problème à ce niveau. Parce que quand même, ce qu'ils nous proposent souvent d'ailleurs, c'est pas ce qui se déroule dans notre pays. Et il faudrait quand même ce courage, ce patriotisme-là, pour véritablement savoir, nous, ce que nous proposons, pas rompre les partenariats, mais écoutez, mais poser les gages véritablement on va dire, des priorités de notre pays. Et ça, cette pratique-là, sincèrement, moi, je pense que ça va véritablement noyer notre système éducatif, ça va briser l'élan d'excellence que nous avons toujours voulu impulser, n'est-ce pas, donc dans nos classes, et ça installe en tout cas donc toute une communauté dans cette paresse intellectuelle-là. Mais vous demandez à des anciens qui étaient par exemple soumis par exemple aux 4 opérations à l'école élémentaire, qui étaient soumis à la dictée, où il y avait une rigueur extraordinaire. L'élève n'a pas le droit de faire plus de 3 fautes. Mais aujourd'hui, vous proposez une dictée à des élèves, mais voilà, on te dit, n'est-ce pas, donc c'est des dictées à trous, je ne sais pas. Donc l'élève peut faire, voilà, une faute, mais s'il trouve les différents mots, les 10 mots là, il a la moyenne. Mais en réalité, c'est ahurissant, quoi. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on évalue. Voilà, donc je pense que sur des questions comme ça, il faudrait véritablement qu'on reprenne vraiment donc le taureau par les cornes et par un courage, voilà, donc insoupçonné, donc qu'on puisse véritablement donc remettre les pendules à l'heure, quoi. Effectivement, Mamadou Ndao, nous sommes en période d'examen. C'est vrai que le certificat est derrière nous. On attend les résultats. Le bac, c'est pour le 30, donc quelques jours. Ensuite, le BFM. Période donc qui coïncide avec la Coupe du Monde de football qui a démarré depuis le 11 juin. Aujourd'hui, ne craignez-vous pas une baisse des résultats cette année? Oui, bon, écoutez, vous posez le link avec la Coupe du Monde peut peut-être, oui, bien sûr, avoir un impact sur la concentration donc des uns et des autres. Mais en tout cas, bon, mais si on veut être objectif, madame, je crois que depuis quelques années quand même, hormis la Coupe du Monde, bien entendu, hormis donc toute l'effervescence autour, n'est-ce pas, donc des enjeux de la Coupe du Monde, mais il y a un bilan qui est là. Parce que d'année en année, les résultats au baccalauréat sur le plan national régressent. Et ça dégringole d'année en année. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en tout cas, hormis ce facteur-là, mais il y a d'autres facteurs endogènes, n'est-ce pas, donc qu'il faudrait analyser profondément. Donc, est-ce véritablement donc le contenu d'enseignement-apprentissage qui ne répond plus, n'est-ce pas, donc aux attentes? Est-ce véritablement donc un problème de formation? Est-ce véritablement un problème de compétence donc des enseignants? Est-ce véritablement donc les conditions défavorables dans lesquelles, n'est-ce pas, donc les enseignements apprentissages se passent, n'est-ce pas, qui sont fondamentalement les problèmes? Mais je crois qu'aujourd'hui,
Donc, au-delà véritablement des chiffres, parce que pour moi, les chiffres sont importants, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose qui est plus important que les chiffres. Les statistiques c'est bien de les présenter, mais il faut quand même avoir, n'est-ce pas, donc, cette générosité d'effort, mais de poser le problème sur la table. Nous venons de boucler toute une année, n'est-ce pas, donc, scolaire, chargée de défis et de perspectives. Voilà là où nous en sommes. Voilà les résultats. Évaluons de façon concrète. Organisons les assises de l'éducation. Les assises de l'éducation, déroulées peut-être sur une semaine, sur 2 semaines, mais qui nous permettent d'évaluer, n'est-ce pas, donc, chaque segment de notre système scolaire, pour l'élémentaire, et que les acteurs eux-mêmes se prononcent. On ne peut pas prendre véritablement quelqu'un, un fonctionnaire qui est cloîtré entre les 4 murs, mais voilà, et qui est décideur de véritablement donc comment les choses se déroulent. Alors que par exemple, l'enseignant crée à la main, qui est dans la réalité pratique, n'est-ce pas, donc, ou bien du quotidien de l'élève et de l'éducation, mais qui n'est pas au centre donc des décisions. À mon avis, c'est paradoxal. Soit c'est d'organiser des consultations nationales sur véritablement donc les enseignements ou l'enseignement de façon générale, et après faire la synthèse au niveau, n'est-ce pas, donc central. Mais cela ne se passe pas comme ça. C'est malheureusement des gens qui sont un peu à des kilomètres, n'est-ce pas, donc de pratique de classe, d'intervention pédagogique, mais qui ont le dernier mot, et ça peut créer véritablement donc un grand fossé par rapport, n'est-ce pas, donc, aux objectifs qu'il faudrait atteindre. D'accord. Et que recommandez-vous aux élèves, parents d'élèves et même aux étudiants? Oui, moi je pense qu'il faudrait tout d'abord, mais qu'on recentre l'éducation autour de nos préoccupations. L'école, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est le berceau de notre République. Et ça, il faut la comprendre comme ça. Donc, c'est le miroir c'est l'âme de notre société. Lorsqu'elle progresse, c'est toute la nation qui avance. Mais lorsqu'elle titube aussi, ou lorsqu'elle vacille, écoutez, c'est notre avenir qui est menacé. Et donc, ainsi, je crois que quand même, il faudrait que l'on recentre, n'est-ce pas, donc, l'école autour de nos préoccupations. Que les enseignants comprennent qu'ils ont un métier extrêmement important. C'est au-delà donc de l'enseignement du savoir, au-delà donc de l'enseignement, n'est-ce pas, du partage de connaissances, de compétences, mais c'est l'éducation donc de notre pays, l'éducation de notre jeunesse, la formation de notre jeunesse. Donc, que les parents d'élèves ne démissionnent pas également de leur rôle, n'est-ce pas, donc de parents d'élèves, mais de parents également qui devraient jouer le rôle d'encadreur à la maison. Vous, en tout cas pour notre localité ici, qui n'est pas une communauté fortement éducative, donc vous ressentez ça, les élèves ont un maximum de temps au plaisir. Voilà, au jeu. Donc, vous descendez, par exemple, à 14 heures. Bon, parce que chez nous, c'est la journée, on va le dire comment encore, c'est la journée continue. Donc, du coup, c'est de 8 heures à 14 heures. Mais vous descendez à l'école 16 heures, je vous assure, vous allez au terrain. Tous les terrains sont remplis. Nous avons la chance d'avoir, par exemple, une grande bibliothèque chez nous, mais en réalité, qui est peu fréquentée par les élèves. Peu fréquenté. Donc, ça veut dire que, véritablement, nous sommes en face d'une génération qui n'est pas studieuse, qui est à la limite très paresseuse en termes donc d'apprentissage, et pour qui véritablement, voilà, la réussite ne dépend que, par exemple, d'un clic, et surtout avec les intelligences artificielles qui viennent véritablement donc enfoncer le clou. Mais voilà, on a de grands défis à relever, que ce soit l'État du Sénégal, que ce soit les enseignants, les acteurs donc de l'éducation de façon globale, les élèves. En tout cas, tout le monde a un rôle à jouer dans cette affaire-là. D'accord. Parlons à présent des 17 mesures prises par le gouvernement pour un bon déroulement
des examens et concours aujourd'hui, à l'image du BFM et du baccalauréat. Concernant l'examen du certificat, les résultats sont attendus dans moins de 10 jours, c'est-à-dire jours après les examens, grâce à la digitalisation. N'est-ce pas là une innovation de taille? J'ai pas bien saisi la question finalement. Voilà, à l'image du BFM et du baccalauréat, aujourd'hui, concernant l'examen du certificat, les résultats sont attendus dans les 10 prochains jours. Oui, voilà, grâce à la digitalisation. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de... Anadol. Ah oui, tout à fait. Mais je pense que ça, c'est une très grande avancée, une très grande avancée. À l'époque, je pense qu'on corrigeait, on restait quelques mois avant d'avoir, n'est-ce pas, donc les résultats. Et aujourd'hui, ça prouve que véritablement, donc, nous sommes dans la promptitude. Et ça, c'est extrêmement important. Pour un pays qui avance, je pense que ça, c'est une très grande avancée. Et d'ailleurs, ça montre véritablement la vitalité de notre système. Donc, en termes véritablement donc de traitement des données, en termes de comment dirais-je, de fluidité dans la gestion, n'est-ce pas, donc des affaires courantes. Et ça, je pense que c'est toute une innovation. Et il faut s'en féliciter. Je crois qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation est en train de faire un grand pas en avant par rapport, n'est-ce pas, donc à la digitalisation, n'est-ce pas, donc de beaucoup de services, n'est-ce pas, donc liés à la carrière des enseignants, liés à la proposition, n'est-ce pas, donc des épreuves, etc. Mais aujourd'hui, voilà, donc le numérique joue un rôle extrêmement important dans le dispositif scolaire. Ça, c'est indéniable. Et il faut s'en féliciter véritablement. D'accord. Mamadou Ndaw, on peut dire que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Je parle des examens du baccalauréat et du BFM. Aujourd'hui, un film digne d'une scène surréaliste s'est déroulé à Richard Toll où 10 élèves ont braqué le bureau du proviseur juste pour voler les épreuves des examens de fin d'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter les cas de tricherie, surtout aux examens? Vous savez, c'est quand j'ai parcouru sur la toile donc cet article-là qui fait état donc de ce cambriolage, je me suis dit, mais décidément, on a touché le fond. Parce que bon, d'habitude, ce sont les épreuves d'examen qui sont dérobées par-ci par-là. Mais quand on va jusqu'à ce que des élèves des classes intermédiaires, pour passer à une composition, sont obligés d'aller donc cambrioler le bureau du proviseur, je me dis non mais est-ce qu'il y a véritablement donc une échappatoire pour nous? Donc ça reflète tout ce que je viens de dire par rapport, n'est-ce pas, donc à notre rapport à la tricherie, à notre rapport, n'est-ce pas, donc à la facilité. Parce que quand des élèves sont et nous sommes également plongés dans un contexte aujourd'hui qui fait que les jeunes ne veulent pas travailler et veulent réussir. Et c'est à tous les niveaux, c'est une question de facilité. Vous verrez peu de jeunes qui iront, par exemple, dans un chantier pour travailler et qu'ils soient rémunérés à hauteur de 5 000 francs ou 4 000 francs la journée, n'est-ce pas, que de voir, par exemple, un jeune qui a 300 francs et qui décide de miser ça par la loterie et espérer gagner plus. Donc, tout cela, ça dénote véritablement donc de cette jeunesse-là qui veut le profit, mais qui ne veut pas transpirer, qui ne veut pas suer. Et l'autre chose, c'est qu'en réalité, si on va jusqu'à des jeunes élèves se constituer en communauté de voleurs d'épreuves, il y a lieu de s'interroger et de se poser des questions. Je vous assure, ça c'est, à mon avis, et notre manière, et ça il faut le dire également, notre manière de corriger ces contre-valeurs-là, je pense que c'est très aléatoire. Parce qu'en réalité, pour des crimes comme ça, je considère que c'est un crime, n'est-ce pas? Regardez la sanction qui s'ensuit.
on ne fait pas de modèle dans ces types de questions-là. Alors qu'en réalité, il faut sanctionner sévèrement, mais pour ramener les gens, n'est-ce pas, donc à l'orthodoxie, pour ramener les gens à véritablement donc ce qui faisait la fierté du Sénégalais, des valeurs sur lesquelles nous avons été éduqués, voilà, des valeurs de jom, de foule, de faïda, etc., etc. Mais si ces valeurs-là n'habitent plus le citoyen lambda, mais ça veut dire que véritablement, mais nous aurons une communauté de tricheurs, une communauté de voleurs. Demain, ils vont être des ministres, eux-là, qui vont dilapider les deniers publics de notre pays. Ils vont être présidents de la République. Ce sont ces gens-là qui vont détourner des milliards demain. Donc, moi, je pense il faudrait qu'on revienne à cette grande philosophie des Asiatiques, des Chinois, des Japonais, qui véritablement mettent au cœur de leur système d'éducation, mais le principe de l'éthique. Le principe de la droiture. Et l'école sert à cela, justement. Mais vous allez, pour des questions banales, dans un devoir, vous trouvez des élèves qui trichent. Vous prenez le téléphone portable, mais vous les amenez au niveau de la surveillance. Demain, ils sont relâchés avec leur portable. Finalement, les élèves pensent que c'est toi-même, professeur, qui est mauvais, et que le surveillant, ou bien le proviseur, ou bien le censeur, c'est lui le plus clément, le plus doux. Alors qu'en réalité, une fois ça arrive à leur niveau, la sanction doit se corser. Donc, de laisser aller comme ça, finalement, nous avons des jeunes qui pensent qu'ils ont le droit de tout se permettre et voilà, de faire du tout pour réussir. Donc, la fin justifie les moyens. Donc, finalement, on est dans une communauté laissée à elle-même et aux antipodes, n'est-ce pas, donc des valeurs de job, de foule, de faïda qu'on nous a toujours bercé dans nos primes enfances. D'accord. Justement, selon vous, y a-t-il une solution contre la tricherie? Parce que jusque-là, malgré les mises en garde, malgré les alertes chaque année du ministre de l'Éducation nationale, malgré le durcissement des peines, malgré donc l'interdiction de l'utilisation même du téléphone portable au sein des centres d'examen, il y aura toujours des cas de tricherie. C'est ça. Non, ça c'est indéniable. Mais je pense que moi, d'abord, la première chose, c'est que, mais il faut corser la mesure de sanction. D'accord? Il faut corser la mesure de sanction. L'autre chose, c'est que, oui, on a interdit de façon formelle, mais c'est banalisé. C'est banalisé. Depuis, par exemple, l'interdiction, n'est-ce pas, donc, du téléphone portable. Dites-moi dans quel établissement vous allez et que vous avez, n'est-ce pas, donc, des opérations de fouille dans les classes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors que, par exemple, si les élèves sont conscients qu'il y a des opérations de fouille, de sacs et de trucs, n'est-ce pas, donc, mais ils ne vont jamais amener leur portable à l'école. Mais on a interdit. Donc, on est mis devant le fait accompli que lorsque le téléphone de l'élève sonne, ou bien lorsqu'on le voit en train de manipuler, alors que les élèves amènent toujours le téléphone portable, ou bien leurs gadgets à l'école, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas assez de rigueur, à mon avis. Pour moi, si on mettait à contribution l'armée, n'est-ce pas, qu'on dise véritablement, donc, dans le mois, en tout cas, on n'annonce pas les jours, voilà, dans la plus grande surprise, ils descendent, ils disent aujourd'hui, nous allons fouiller, n'est-ce pas, donc, tel établissement. Donc, voilà, donc, 8 heures, ils entrent dans les classes, même s'ils vont perdre, n'est-ce pas, donc, 10 minutes, mais qu'on fouille. Ça veut dire que déjà, on donne du crédit à la mesure d'interdiction. Mais les élèves ne tremblent même pas. Les surveillants les voient avec leur portable. Les devoirs, ce sont les portables qu'ils utilisent. Mais s'ils savent que véritablement, donc, il y a une mesure extrêmement rigoureuse, et je pense que ça peut les dissuader. Mais malheureusement, il y a la loi, mais il n'y a pas véritablement la rigueur qui l'encadre, quoi. Exactement. Parlons à présent, Mamadou Ndaw, des résultats du concours général de cette année. Les séries scientifiques dominent le classement avec 83 lauréats sur les 129 devant les séries techniques et les séries littéraires. Comment appréciez-vous ces résultats? Oui, bon, moi je pense que, enfin, pour le concours général, il faut se féliciter, n'est-ce pas, donc des performances qui sont notées, et ça témoigne, n'est-ce pas, donc, de la bonne santé de notre école.
On peut espérer toujours véritablement donc que le Sénégal est un grenier, n'est-ce pas, donc d'excellence, un grenier donc où véritablement donc on note, n'est-ce pas, donc l'émergence des génies. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, maintenant, c'est en fait une analyse pertinente. C'est le fait de constater véritablement donc qu'il y a plusieurs scientifiques, et c'est à tout l'honneur de la République, parce qu'à l'époque, c'était véritablement la tendance inverse. Et je crois que, voilà, donc si nous avons donc de jeunes scientifiques qui émergent, ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour la plupart même des concours généraux, je pense que c'est des élèves qui sont issus donc des lycées d'excellence, donc qui sont véritablement dans un cadre où l'encadrement est de mise, où véritablement donc les conditions, en tout cas sine qua non pour la réussite, sont là. Même si je n'approuve pas cette disparité-là fondamentalement, donc parce que pour moi le concours général doit pouvoir quand même voilà donc intéresser tout le monde, permettre véritablement donc l'enfant qui est voilà donc au fin fond de la Casamance puisse en bénéficier, puisse avoir donc l'encadrement qui sied par rapport à ça. Maintenant, c'est une belle victoire des scientifiques sur les littéraires et on est heureux par rapport à ça. Et de l'école publique également. Justement, et de l'école publique, fondamentalement. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, vous suivez votre émission L'encre et la plume et nous recevons Mamadou Ndao, professeur de lettres modernes au lycée de Marsassoum. Il est également poète, écrivain, islameur. Nous sommes en fin d'année, Monsieur Ndao. Dites-nous, quel bilan tirez-vous de l'année scolaire? Enfin, je pense que, comme vous venez de le dire, donc nous venons de boucler une année scolaire très chargée d'épreuves et de défis. Il est donc nécessaire de prendre du recul pour évaluer nos performances, mais surtout pour questionner nos pratiques et surtout également réfléchir ensemble aux différentes perspectives de notre système éducatif. Ça a été une année plus ou moins ou bien relativement compliquée avec les grèves qui ont également impacté vraiment sur l'enseignement-apprentissage. Nous avons aussi une année extrêmement difficile dans la mesure où donc avec surtout les classes d'examen où on a noté, n'est-ce pas, donc avec l'impact de la grève, donc des heures à rattraper à n'en pas finir, donc surtout que véritablement l'examen est à quelques jours, donc il y en a donc qui n'ont pas terminé le programme, il y en a qui ont terminé mais avec moins d'heures, n'est-ce pas, donc d'exercices pratiques pour permettre aux élèves d'assimiler ou bien de maîtriser certains exercices, n'est-ce pas, donc auxquels ils sont soumis. Et donc tout cela peut avoir un impact négatif sur la performance des élèves, sur la performance de nos candidats. Dans les classes intermédiaires également, il y a le mal qui persiste. Donc souvent les programmes ne sont pas achevés. Souvent aussi, il y a énormément de difficultés par rapport véritablement au quantum horaire. Mais globalement, il faut s'en réjouir parce que voilà, donc on a pu peut-être sauver l'année malgré les perturbations et tout. Donc je pense que aussi ce sont des points forts auxquels peut-être voilà on peut se réjouir, mais pour lesquels on peut se réjouir. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir l'audace quand même de questionner nos pratiques, de percer en tout cas donc l'abcès et voilà de regarder sans complaisance les différents problèmes vraiment qui gangrènent l'enseignement donc apprentissage et de prendre en tout cas des mesures pratiques par rapport à cela. Il y a tellement de rapports où véritablement il y a des recommandations qui n'ont jamais vu de suivi évaluation. Et ça pose problème. On prend des décisions, on ne les met pas en œuvre. Et donc, tout cela, à mon avis, manque de volonté, manque d'enthousiasme donc pour
pour régler véritablement les problèmes auxquels l'école est soumise, quoi. Bien. C'est déjà le début de l'hivernage dans certaines régions. Le gouvernement avait entrepris le PURAP, qui est le programme d'urgence de résorption des abris provisoires, plus de 7000 au total. Quel est l'état des lieux à Marsassoum? Est-ce que le projet porte ses fruits? Oui, en tout cas, après quelques années quand même on va dire de combat, sans relâche, vous en êtes témoin. Donc, chaque ouverture, nous avons toujours porté la voix de la communauté marsassoumoise par rapport, n'est-ce pas, donc, à l'éradication donc des abris provisoires. Aujourd'hui, il y a en tout cas une lueur d'espoir parce que la construction donc du nouveau lycée de Marsassoum est en cours. Même si j'estime que véritablement donc il y a quelques lenteurs parce que en fait sur le projet on nous parle de 18 mois et en tout cas vu l'avancement donc des travaux, je constate que véritablement il y a un léger retard. Mais bon, je laisserai peut-être le soin aux spécialistes, aux techniciens, parce que peut-être que je ne maîtrise pas les réalités de construction. Mais en tout cas, si je parle globalement, en tout cas donc de la région, je crois que c'est un défi énorme qu'il faut relever, parce que les abris provisoires constituent des freins à notre niveau, n'est-ce pas, donc pour atteindre l'excellence. Et ça, il faudrait que véritablement donc l'État déploie au-delà, n'est-ce pas, donc de cette volonté, les moyens, n'est-ce pas, donc de pouvoir régler cela. Si je prends l'exemple de Marsassoum, mais il y a énormément d'abris provisoires et à la fin du mois de mai-juin, écoutez, les cours ne se déroulent plus normalement. Parce qu'il y a véritablement donc les prémices véritablement donc de l'hivernage. Il y a du vent, par exemple, qui emporte les toits. Les abris provisoires sont souvent en hutte. Donc finalement, il y a également les termites qui commencent véritablement donc à germer. Il y a les reptiles qui commencent, n'est-ce pas, donc à déranger la quiétude et tout. Donc, il n'y a plus de sécurité à travailler dans certaines classes. Donc, finalement, c'est des classes qui flottent. S'il n'y a pas de bâtiment, les collègues ne veulent pas, n'est-ce pas, prendre le risque d'amener les élèves, n'est-ce pas, donc, et de les exposer à des dangers. Donc, finalement, vous voyez toute une classe qui vient à l'école et qui ne fait pas cours, qui retourne chez elle. Donc, finalement, tout cela constitue donc des freins par rapport à ça, et souvent aussi au-delà des abris provisoires, il y a des conditions extrêmement difficiles. Les élèves sont entassés, donc sur un table-banc qui doit faire 2 personnes normalement, mais qui sont obligés de s'asseoir à 3 ou à 4. Donc déjà, vous exposez des élèves à la tricherie. Déjà, parce que le nombre est pléthorique. Vous exposez également des élèves à travailler dans des conditions extrêmement difficiles et qui ne sont pas véritablement au bout de leur performance. Donc finalement, voilà. Donc, et tout cela, ce sont les conséquences donc qui découlent des abris provisoires. Je pense que finalement, il y a dans certaines localités, le terme même provisoire peut être considéré donc de terme galvaudé. Parce que des huttes qui sont là, qui doivent être là temporairement, mais qui durent jusqu'à des années et des années, moi je suis là plus de 10 ans, mais les huttes sont toujours là et je les ai trouvées ici. Donc des huttes qui font 20 ans, ce n'est plus provisoire. Donc, je pense quand même que l'État du Sénégal, par le biais donc du ministère de l'Éducation, doit mettre les bouchées à double, n'est-ce pas, pour véritablement donc éradiquer ces abris provisoires-là. Maintenant, le budget qui est voté, je pense qu'il est soutenable. Maintenant, notre pays est atypique. On prend de bonnes décisions, mais dans la mise en œuvre, il y a une lenteur extraordinaire qu'on ne saurait expliquer. Et ça aussi, je pense quand même, pour un État sérieux, on doit pouvoir quand même, donc sortir vraiment de cette impasse-là. À ce sujet, justement, quel message lancer aux autorités? Oui, l'accélération, pour ne pas parler donc de façon politique, accélérer la cadence. Donc, il faut accélérer dans l'efficacité et dans l'efficience. Donc, il y a de très bonnes mesures qui sont prises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre pose problème.
Et donc, il faut accélérer à la mise en œuvre des projets qui sont viables et qui peuvent véritablement soulager les populations de certaines de leurs difficultés. Le problème d'infrastructure ne devrait plus poser au Sénégal au regard véritablement donc du volume d'investissement que nous avons à notre niveau. Donc, que cet investissement-là aille véritablement pour soulager les populations. Donc, moins de séminaires à Saly, moins de séminaires, ça c'est juste pour taquiner, mais plus d'engagement sur le terrain. Et je pense que c'est ça qui va peut-être sauver notre système éducatif. D'accord. Une dernière question, Mamadou Ndaw. Le ministre de la fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, a lancé officiellement l'audit physique et biométrique des agents de l'État allant du 23 juin au 31 juillet pour mieux, dit-il, maîtriser la masse salariale. Quelle est votre lecture là-dessus? Oui, bon, moi je pense que c'est une mesure à saluer, mais vous savez, quand même, je pense que c'est une opération quand même très sérieuse qu'il faut prendre, qu'il faut féliciter. Le ministre Dianté, avec toute l'expérience qu'il a eue en tant que syndicaliste, est naturellement l'homme le plus informé des problèmes, n'est-ce pas, donc par rapport, n'est-ce pas, donc à la grille salariale, mais également par rapport à d'autres points de revendication. Donc, je pense qu'aujourd'hui, rationaliser d'abord, n'est-ce pas, donc les ressources humaines et les ressources matérielles donc du ministère c'est une initiative extrêmement importante à saluer. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on fasse un audit pour les ranger après dans les tiroirs, parce qu'en réalité, les gens, c'est comme si véritablement le principe directeur, n'est-ce pas, donc de souvent ces audits-là, c'est de dire voilà, il faut voir qui est enseignant, qui n'est pas enseignant, qui est actif et qui n'est pas actif. Mais au-delà de cela, quand même, il faudrait qu'on prenne en compte, n'est-ce pas, donc certaines préoccupations d'ordre véritablement professionnel. Quelles sont moi, j'aimerais bien quand même dans ces audits-là qu'on dise véritablement, les audits ont révélé qu'il y a 1000 enseignants ou bien 500 enseignants qui, depuis telle année à telle année, n'ont pas avancé et qui attendent leur acte d'avancement, qui attendent quand même à ce que l'on les réhabilite dans leurs droits et dans leurs privilèges. Mais il ne faut pas que l'audit s'arrête à simplement dire que oui, bon, tel agent est actif, il est à son poste, tel autre agent a déserté, il a abandonné, etc. Donc, ça, pour moi, c'est être dans le degré zéro, n'est-ce pas, donc de l'évaluation, n'est-ce pas, donc de ces audits-là. Mais que l'audit véritablement soit beaucoup plus axé, n'est-ce pas, donc à la prise en charge des préoccupations profondes du système. Voilà, donc au-delà donc des ressources humaines qui soient disponibles, mais parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont en train de souffrir et dont leur famille également souffre. Vous voyez, nous avons ici des collègues qui sont décédés avant d'être intégrés dans la fonction publique et pas parce que véritablement donc ils n'ont pas fait les années qu'il faut, mais c'est parce qu'ils ont duré à attendre, n'est-ce pas, donc leur acte d'intégration. Donc, et pour moi, ça c'est une injustice injustifiée qu'il faudrait véritablement donc corriger. Donc, l'audit c'est très bien. Et je n'ai pas compris aussi véritablement pourquoi ils l'ont mis à cette période-là où les gens sont presque en vacances, où d'autres vont aller en mission pour la correction du baccalauréat ou autre, alors que nous avions toute une année scolaire, en tout cas dynamique, voilà, qui pouvait permettre, n'est-ce pas, donc de tremplin pour faire tout cela. Mais bon, comme je dis, qu'à cela ne tienne, je pense que c'est important donc d'évaluer, de faire des audits comme ça, mais également après les audits, il faut bien les analyser pour prendre des mesures qui sont véritablement donc des mesures fortes à même donc de corriger les disparités, les dysfonctionnements donc notés dans le système. Mamadou Ndaw, merci. C'est déjà la fin de cet entretien. Le mot de la fin. Oui, c'est un mot de satisfaction et de gratitude surtout envers votre grande générosité, donc de nous associer à vos activités, à vos plateaux de réflexion. Et ça nous honore à plus d'un titre. Je tiens quand même à vous féliciter
pour cette belle tribune que vous offrez à la communauté éducative, mais surtout à la qualité de votre émission. C'est une émission très structurée, une émission aujourd'hui qui doit être véritablement qui doit avoir une plus grande visibilité. Parce que voilà, s'occuper de l'éducation, c'est véritablement s'occuper des préoccupations fondamentales de la survie d'une communauté. Et remercier tous les auditeurs et auditrices de la station radio Réumi FM. Et remercier également toute la communauté de Marsassoum qui attend fondamentalement le lien pour suivre. Et il y en a peut-être qui sont en train de suivre. Et dire merci beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie, Mamadou Ndao. Vous êtes professeur de lettres modernes au lycée de Marsassoum. Vous êtes également poète, vous êtes écrivain, mais également slammer. Merci à vous. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous suivez depuis 9h. Merci à Diawo Diallo pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.